très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du Café Politique du 17e. Je vais garder la parole juste 2 minutes pour faire un peu les présentations et puis après je rendrai le micro aux intervenants. Donc juste pour refaire une petite mise en contexte, le Café Politique existe depuis environ 5 ans maintenant. Il est organisé par 2 associations, le collectif Roosevelt et Attaque, et des partis politiques, donc le PCF, le NPA, le parti de gauche, Nouvelle Donne et Ensemble. Depuis 5 ans, donc, on organise cette initiative environ, on essaie d'être un peu régulier tous les 3-4 mois, et en abordant à chaque fois des sujets très différents. Donc, pour vous donner des exemples, les dernières fois, on a pu aborder aussi bien le travail, la santé, l'Union européenne, le foot, puisqu'on recule devant rien. Et en fait, on s'est rendu compte un peu, à chaque fois, à chaque café et à chaque thème, qu'au fil des débats, en filigrane, apparaissait toujours une question, des questions dans la salle qui apparaissaient, et en gros, les gens se demandent, mais qui fait les règles ? Quel que soit le sujet, qui fait les règles ? Qui fait les lois et qui les applique ? Donc du coup, on a eu envie de s'intéresser plus particulièrement à la question de la justice. Alors on aurait aimé pouvoir y répondre, enfin en tout cas pouvoir approfondir le sujet sous différents angles, mais là il nous aurait fallu 3 jours. Donc on s'est un peu concentré sur la question des liens entre la politique et la justice. Il faut dire que l'actualité aide un peu à se poser ce genre de questions. Hein. On a eu récemment, entre l'état d'urgence, les assignations à résidence, là encore récemment, en ce moment, le procès de l'équipe du Tarnac, le procès de Valmy, etc. C'est pas les occasions qui ont manqué de se poser la question des liens entre justice et politique. Et donc, on a sollicité nos 3 intervenants pour nous aider un peu à y voir plus clair. Donc Vanessa Kodacheni, qui est professeure à Paris 8 en sciences politiques et spécialiste, entre autres choses, des procès politiques. Maître Chalancet, à côté de moi, qui est pénaliste, qui est également spécialiste des erreurs médicales, entre autres choses. Je vous laisserai développer, Maître. Et Maître Kouzmine, alors c'est Maître Halimi qui était annoncé, qui ne peut pas venir parce qu'il a eu une audience de dernière minute, donc Maître Kouzmine qui est là, qui est pénaliste également et spécialiste des libertés fondamentales, qui travaille dans le cabinet, travaille notamment avec la LDH, et donc il va nous parler plus spécifiquement d'état d'urgence. Bonsoir à toutes et à tous, j'aurais dû prendre des notes aussi pour avoir un discours plus structuré, j'ai peur du coup de m'éparpiller un peu. Donc effectivement, je vais cadrer moi mon intervention essentiellement sur l'état d'urgence, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé. J'aurais voulu vous parler d'autres procès politiques, mais malheureusement, n'ayant pas travaillé dessus, je ne me permettrai pas d'aborder la question. Donc pour l'état d'urgence, effectivement, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Pourquoi on pourrait parler de procès politique ? Parce que, alors déjà, il y a un procès politique à partir du moment où la personne qui a été visée par les mesures de l'état d'urgence a décidé de se défendre. C'est à partir de ce moment-là que les mesures que le processus est déclenché, puisque contrairement à des procédures en matière pénale, on n'a pas de procureur de la République, en tout cas pour les mesures administratives, qui va déclencher les poursuites. Donc, là, le procès va devenir politique à partir du moment où la personne qui a été victime des mesures de l'état d'urgence décide de réagir. Pour vous décrire un peu le processus des mesures qui ont été prises sur le fondement de l'état d'urgence et pourquoi ça devient un procès politique une fois qu'on a décidé d'exercer un recours contre ces décisions. Concrètement, ce qui se passe... Alors moi, j'ai travaillé essentiellement sur 2 mesures qui sont phares concernant la loi sur l'état d'urgence, c'était des perquisitions et des assignations en résidence. J'ai pas beaucoup travaillé sur les interdictions de manifester. Et mes dossiers ne concernaient pas des militants, mais plutôt des personnes de confession musulmane, ou en tout cas, on supposait qu'elles étaient de confession musulmane. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a... alors je ne sais toujours pas au jour d'aujourd'hui dans quel ordre ça se passe. On a les services de renseignement qui font tout un travail de surveillance, de prise de notes et d'accumulation d'informations sur les individus qui sont soupçonnés d'avoir des comportements qui pourraient être potentiellement amenés à des actes de terrorisme. Et donc on a tout ce travail d'accumulation de données, d'informations sur ces individus. À un moment donné, ces informations remontent donc pour les perquisitions au niveau de la préfecture, au niveau du préfet,
ou au niveau du ministère de l'Intérieur pour les assignations à résidence. Alors, est-ce que c'est les services de renseignement qui transmettent de manière spontanée les informations au ministère de l'Intérieur ou au préfet, ou est-ce que c'est le préfet qui demande au service de renseignement de lui donner des informations lui permettant de prendre des mesures concernant cet individu? Dans ce cas-là, en tout cas pour les perquisitions, puisque c'est le préfet qui prend la décision de donner des ordres de perquisition, je vous avoue que c'est encore un peu flou. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que alors j'avais avant d'exercer tous les recours pour les personnes assignées à résidence et qui avaient suivi les perquisitions administratives, j'avais participé à l'enquête de la Fédération internationale des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme sur l'état d'urgence, et on avait été amené à discuter avec notamment des parlementaires qui nous ont avoué que certains préfets avaient pris des décisions de perquisition administrative pour remplir les quotas et pour pouvoir justifier auprès de leur électorat voilà, moi aussi j'agis contre le terrorisme et regardez, nous on a tant de perquisitions sur notre territoire. Donc à un moment, c'est à ce moment-là que ça devient politique, puisque c'est la décision du préfet qui va amener à une perquisition administrative. Donc on a ce doublon entre services de renseignement et préfet et ministre de l'Intérieur qui prennent les décisions, donc soit d'assignation à résidence, soit de perquisition. À partir de ce moment-là, alors je pense que peu de personnes, au fur et à mesure, les gens ont été quand même assez au courant qu'il était possible d'exercer des recours contre ces décisions. Je vous avoue qu'au début c'était un peu flou, et même jusque un an après le déclenchement de l'état d'urgence, on avait encore des personnes qui venaient nous déposer leur dossier au cabinet. Ça a mis du temps à se déclencher, mais les gens ont fini par se rendre compte qu'il était possible d'agir contre les mesures qu'ils étaient en train de subir. À ce moment-là, quand on a commencé à recevoir les dossiers, il y a eu 2 combats. Le premier, c'était concernant les assignations à résidence, d'essayer de faire passer les recours contre les assignations à résidence, éventuellement devant le juge judiciaire et non pas devant le juge administratif, puisque les règles, et je l'aborderai rapidement le point, les règles de preuve devant le juge judiciaire et devant le juge administratif ne sont pas du tout les mêmes, et le juge judiciaire est beaucoup plus exigeant que le juge administratif. Donc il y a eu des recours, et donc notamment des questions prioritaires de constitutionnalité, donc qui est un mécanisme qui permet de saisir le Conseil constitutionnel, où on a essayé de dire, écoutez, les assignations à résidence, c'est tellement attentatoire à la liberté de se déplacer, d'aller et venir, que ça relève donc pour entrer dans les détails un peu plus juridiques, de l'article 66 de la Constitution, qui place le juge judiciaire comme le garant des libertés individuelles. Et donc là, on nous a gentiment répondu que non, les mesures d'assignation à résidence, même si les personnes étaient obligées de pointer 3 fois par jour, généralement à 7h, midi, 18h, 19h, plus de rester chez elles assignées à résidence si ma mémoire est bonne, généralement de à peu près 20h, 21h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Non, ça c'est pas assez grave. En tout cas, ça restreint pas de manière assez importante la liberté individuelle. Donc, premier échec, les recours sont restés devant le juge administratif. Le deuxième point, c'est effectivement sur les moyens de preuve que l'on pouvait exiger pour justifier les mesures. Donc ça, c'est un combat. Alors, pour la petite info, moi j'ai encore des audiences qui prennent leur origine dans les contestations des mesures prises sur le cadre d'état d'urgence. J'en avais encore une la semaine dernière, donc ça dure encore. Les procédures en droit administratif sont assez longues, et on en a encore quelques-unes. Le principe, c'est que les mesures sont prises sur le fondement des fiches de renseignement, qu'on appelle un peu plus vulgairement de nos jours les notes blanches. Les notes blanches, si vous n'en avez pas entendu parler, ce qui est possible, c'est simplement une feuille de papier avec, alors, si on a de la chance, la photo de la personne qui est concernée, son état civil, et quelques informations qui ont été récupérées par les services de renseignement. Il faut savoir que cette note n'est pas signée, on ne sait pas qui l'a rédigée, donc c'est comme si n'importe qui dans la salle aurait pris une feuille de papier sur son voisin, aurait mis sa photo et aurait dit telle personne a dit tel jour tel propos, telle personne connaît telle autre personne soupçonnée de terrorisme, telle personne fréquente telle mosquée qui est connue pour être plus ou moins radicale, etc. Donc ça, c'est la note blanche. Et il se trouve que la mesure administrative, que ce soit l'assignation à résidence ou la perquisition, est prise
uniquement sur ce fondement. À ce jour, je n'ai, je réfléchis pour ne pas vous dire de bêtises, dans le cadre des procédures qu'on a engagées, j'ai jamais eu d'autres preuves complémentaires que cette note blanche. Alors si parfois, quand le ministère de l'Intérieur se sentait un peu embêté et qu'il trouvait que sa note blanche n'était pas assez complète, on avait une deuxième note blanche qui complétait un peu la première, histoire de dire « bah si, regardez, j'ai d'autres informations ». Donc on a essayé de contester le recours à ces notes blanches en disant que c'était pas du tout une preuve suffisante et qu'il était nécessaire d'apporter des éléments concrets, des enregistrements, des attestations, des photos, des vidéos, etc. Le Conseil constitutionnel, qui est donc le garant de la Constitution, a décidé que les notes blanches étaient recevables et utilisables dans le cadre des procédures engagées, à condition qu'elles soient suffisamment circonstanciées et qu'elles reposent sur des éléments concrets. Ce qui ne veut au final pas dire grand-chose, puisque le ministère de l'Intérieur a continué à nous produire des notes qui, simplement, c'était de simples allégations en fait. Ça repose sur rien du tout. Donc, le principe nous, notre travail, qui est un travail de longue haleine, c'est que quand on reçoit le dossier, on dépose notre recours, donc notre requête devant le juge administratif, en disant que la mesure d'assignation à résidence ou la perquisition n'était pas justifiée. Et donc, à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur, puisque que ce soit une mesure prise par le préfet ou par le ministère de l'Intérieur, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui arrive dans la procédure, nous produit la note blanche. Et là, on peut commencer à travailler. Et le travail consiste à s'asseoir autour d'une table avec la personne qui est venue nous voir au cabinet et de lui dire, bon, voilà, alors on vous reproche d'avoir fait telle chose, d'avoir dit telle chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. D'accord. Donc on note, tel propos n'a jamais été tenu par tel individu. Et concrètement, ce qui se passe, et c'est une des preuves les plus difficiles à apporter en droit, et c'est une preuve impossible, c'est la preuve d'un fait négatif. Non, je n'ai pas dit tel propos. Non, je n'ai pas fait telle chose. Et donc encore une fois, la semaine dernière, je me suis acharné devant le juge administratif en lui expliquant que vous avez beau dire que mon client en lui reproche d'avoir dit tel propos, je suis navré, mais je pourrais jamais vous apporter la preuve qu'il ne l'a pas dit, c'est beaucoup trop facile. Et les juges administratifs, sous le couvert de la décision du Conseil constitutionnel, s'en contentent. Donc c'est pour ça en fait que ça devient un procès politique, puisqu'au final on a l'intervention des services de renseignement qui donnent leurs informations au ministère de l'Intérieur et au préfet, et ces éléments servent de preuve pour prendre les mesures qui ont été prises sur le fondement de l'état d'urgence. Donc, au final, on a vraiment une immixtion de la politique qui a des conséquences gravissimes sur les personnes qui ont été concernées, puisque voir débarquer la gendarmerie, alors parfois ça allait même plus loin, puisqu'ils arrivaient souvent avec ils étaient très nombreux, armés, lourdement armés, à des heures pas possibles, parce que pendant un bon moment, les perquisitions ont été effectuées de nuit. Donc ça a été très vite rattrapé par le Conseil constitutionnel qui a dit attention, les perquisitions de nuit, elles doivent être vraiment justifiées par l'urgence, il faut démontrer qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc au final, les autres perquisitions, alors là c'est de pure supposition, mais j'imagine qu'elles ont dû être faites le jour, ou en tout cas très tôt le matin. Donc vous êtes tranquillement chez vous et là vous avez la police qui arrive lourdement armée, vous avez parfois des enfants en bas âge, et là, sans savoir pourquoi, hein, et donc là on vous plaque au sol, maltraite, on a cassé la porte avant alors qu'on aurait pu tout simplement toquer à la porte pour vous demander d'ouvrir. Donc là-dessus, c'est des mesures qui ont été vécues de manière très très violente par les personnes que nous on a reçues au cabinet, qui ont parfois eu des conséquences sur leur santé mentale assez lourdes et parfois aussi physiques. Là, le gros travail, et ça reste du procès politique, c'est sur la réparation pour les dommages, pour les préjudices subis par les personnes, et on reste dans le politique puisque le principe c'est qu'il faut, pour obtenir la réparation en droit administratif, démontrer la faute de l'administration. Et donc là, tout est assez bien vissé et cadré. Le plus facile, c'est quand la porte a été cassée sans aucune justification, on vous rembourse sous, bien sûr, présentation d'une facture. Donc on vous rembourse les frais pour réparer la porte. En revanche, le plus difficile, c'est de démontrer
de faire réparer le préjudice moral subi par les personnes, parfois le préjudice physique, mais du coup sur la santé psychique des individus, puisque beaucoup des personnes qui ont subi des perquisitions violentes ont eu des conséquences psychiques assez lourdes. Et le problème maintenant, c'est de démontrer le lien de causalité, de démontrer que c'est bien à cause de la perquisition et des conditions dans lesquelles elle a été menée que la personne présente aujourd'hui des séquelles. Sans rentrer dans les détails, on a un dossier dans lequel le juge administratif nous a clairement dit, alors que la personne a eu des grosses conséquences physiques qu'elle n'avait pas avant la perquisition, qu'il n'y avait pas de lien de causalité, et qu'on n'avait pas le droit d'avoir un expert pour le démontrer, et que de toute façon, son état de santé qui s'était déclenché après la perquisition, c'était pas lié à la perquisition. Donc on a vraiment un verrouillage par le juge administratif qui, du coup, agit un peu en protecteur de l'administration dans ces cas-là, hein, et qui bloque de manière assez importante les processus de réparation. Alors il y a on a eu des décisions, on a eu des procédures qui ont fonctionné, on a obtenu des réparations qu'on estime ne pas être assez importantes, donc on a fait appel, là on va devant le Conseil d'État pour aller devant la plus haute juridiction administrative pour démontrer que la réparation n'est pas suffisante. Mais voilà, on se retrouve encore aujourd'hui à être complètement bloqué par ce principe des notes blanches et du verrouillage par le juge administratif. Et c'est là-dessus que ça reste encore aujourd'hui des procès politiques, puisque on a clairement l'émission du politique qui a agi en amont et qui a encore des répercussions aujourd'hui dans l'obtention de réparation, puisque c'est un peu aujourd'hui le grand combat sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence.